On va donc, du coup, redonner la parole à madame Deprat qui vient de poser une question. Donc merci, merci madame Deprat de votre présence. Donc madame Deprat qui est professeure de philosophie contemporaine, allemande et de phénoménologie, actuellement titulaire de la chaire d'excellence phénoménologie du deep learning à l'université de Galatasaray à Istanbul pour une conférence intitulée Énaction et microphénoménologie. Je vous laisse la parole. Votre invitation à ce magnifique colloque. J'ai été ravie de pouvoir suivre plusieurs des après-midi et de participer aux échanges. C'est vraiment un projet et un colloque passionnant. Donc, je suis ravie d'en être. Et merci à toutes les organisatrices et organisateurs pour ce programme fabuleux. Donc, mon propos aujourd'hui s'intitule Énaction et microphénoménologie. Donc, dans ce programme, je voudrais en fait d'abord commencer par situer les deux notions en présence, donc deux concepts qui sont nés à des époques différentes, puisque comme on le sait, le terme d'énaction, on en a évidemment beaucoup parlé déjà, est né dans les années 80-90 autour de l'élaboration de l'inscription corporelle de l'esprit, publiée en 1991, d'une part, et d'autre part, le terme de microphénoménologie est quant à lui un terme très récent, puisque disons qu'officiellement, son acte de baptême, je dirais, remonte à 2016, à l'École normale supérieure à Paris, à l'occasion d'une discussion entre Dominique Pradel, directeur des archives Husserl, Michel Bitbol, Claire Petit-Mangin, moi-même, et ce terme fut validé par après par Pierre Vermersch, le fondateur, comme vous le savez, de l'entretien d'explicitation. Donc, je voudrais m'interroger sur le passage de l'un à l'autre, d'un terme à l'autre, et voir dans quelle mesure, en fait, cette trajectoire de l'énaction à la microphénoménologie traduit à la fois la naissance et l'évolution d'un paradigme épistémologique nouveau que je nommerais alternatif. Alors, quel est ce paradigme épistémologique? Je voudrais le caractériser en 4 traits pour commencer. Il me semble qu'il propose une science de la subjectivité qui se veut anti-réductionniste. Et c'est en ce sens, en grande partie, que je nomme ce paradigme aussi alternatif. Deuxièmement, il s'inscrit dans l'approche philosophique qu'est la phénoménologie. Troisièmement, il accorde à la pratique une primauté en tant que site de l'expérience du sujet. Et quatrièmement, il met au centre une logique exploratoire de découverte, une logique heuristique, pourrait-on dire aussi, qui se distingue de la seule logique du résultat, qui prévaut encore de manière assez dominante en science, dans le cadre expérimental. Et c'est évidemment autour de ces deux derniers points que je centrerai mon propos. Alors, quelle est l'évolution de ce paradigme? Et je voudrais, pour commencer, caractériser le point de départ et le point d'arrivée. Première caractérisation provisoire. Donc, l'énaction, dans le point de départ, donc, a pour visée de battre en brèche le primat de la représentation au profit d'une mise au premier plan de l'action en train de se faire et de l'étude de sa dynamique. Quant à la microphénoménologie, mon point d'arrivée, elle a pour visée la description fine de l'expérience située d'un sujet singulier à travers la mise au jour des dimensions pré-réfléchies de son expérience. Donc, de l'un à l'autre, du point de départ au point d'arrivée, on ne peut manquer de repérer dès à présent un certain nombre de lignes de tension que je voudrais reformuler sous la forme de 2 questions. Premièrement, dans quelle mesure l'énaction contient-elle dans sa définition un énactant, une actante, un sujet qui énacte? Et deuxième question, concernant la microphénoménologie, dans quelle mesure cette dernière contient-elle dans sa définition une visée transformative au-delà de sa seule description?
Donc ces deux points de tension traduisent en réalité une évolution, disons, de l'énaction à la microphénoménologie qui ne va pas forcément de soi, en tout cas qui demande à être interrogée, peut-être des formes de discontinuité. Mais évidemment, cette discontinuité à interroger s'appuie elle-même sur des points de rencontre possibles par-delà les lignes de tension, qui du coup légitiment une certaine continuité également, c'est-à-dire la possibilité même de cette évolution. Et donc les points de rencontre que je repère, que je note pour moi-même et que je vous soumets, ce sont d'une part un même rapport à l'exploration de l'expérience dans sa confrontation au nouveau, d'une part, et d'autre part, le régime de la pratique comme un site proposant une structure d'excès sur le déjà donné. Donc, je vais revenir sur cette définition, bien sûr. Donc, je m'en tiendrai à ces deux points et je tâcherai de décrire cette rencontre entre énaction et microphénoménologie en mettant par ailleurs à profit, en l'éclairant, à partir de la dynamique de la surprise que j'ai de mon côté élaborée ailleurs. Donc pour continuer sur un certain nombre de préliminaires, ici, le cadre général de mon enquête se centre autour de cette notion de pratique, dans la mesure où je considère qu'en fait, elle correspond à une épistémologie qui est propre à renouveler la phénoménologie, en tout cas à lui donner une certaine postérité en tant qu'approche philosophique et pas seulement comme doctrine conceptuelle. Et pour donner quelques indicateurs de ce cadre, de façon légère, je voudrais vous proposer quelques exergues, quelques citations qui permettront d'ordonner un peu mon propos. Et pour commencer, donc une référence à un texte de Pierre Hadot, ce philosophe français contemporain, qui notamment a écrit Exercices spirituels et philosophie antique, et qui, citant Emmanuel Kant, nous dit « On ne peut pas toujours faire de la théorie, il faut bien penser une fois enfin à passer à l'exercice, mais aujourd'hui, on prend pour un rêveur celui qui vit ce qu'il enseigne. » Alors, je ne vais pas commenter longuement ce propos, mais si on a en tête qu'il s'agit d'un extrait d'un texte de Kant, c'est intéressant de se dire que la préoccupation de Kant était justement aussi centrée sur cette notion de pratique qu'il nomme lui-même un exercice, j'y reviendrai. Et je voudrais aussi, à titre de cadrage, de façon indicative, vous proposer quelques extraits de 3 citations de textes de Husserl, où on voit ressortir l'importance qu'il accorde lui-même à la praxis phénoménologique, ancrée dans le Leib, ancrée dans la chair, comme son lieu source, comme dimension première, et comme à effectivement exercer. Donc une première citation, en allemand mais facilement traduisible, je vais la traduire moi-même ensuite, Die Praxis steht überall und immer voran der Theorie, dans un manuscrit des années 20. Donc la pratique, la praxis, se trouve partout et toujours en amont de la théorie, donc comme première, nous dit Husserl. Il nous dit aussi, dans un manuscrit des années 30, c'est ici qu'apparaît avec urgence la question suivante: puis-je comprendre la réduction phénoménologique d'un autre être humain sans exercer, üben, moi-même, la réduction phénoménologique? Une réduction peut-elle donc se produire pour moi dans le monde sans que je l'aie moi-même effectivement exercée, wirklich geübt? Donc on voit ici l'insistance de Husserl sur l'effectuation, sur l'exercice effectif de la réduction, et donc sur sa dimension pratique, et donc le fait de ne pas la réduire à une justification théorique de la connaissance. Et enfin, dernière citation, là aussi pour cadrer un peu mon propos, qui se réfère cette fois directement à l'ancrage corporel de cette praxis fondatrice pour Husserl. Dans un manuscrit des années 30 également, Husserl nous dit « Le règne de la perception dans la chair confère au mouvement charnel le sens de mouvements effectués égoïquement,
et se présente à nous comme une praxis du moi, comme une Ich-praxis dans le monde, qui coopère et a par avance opéré pour toute autre praxis à laquelle il appartient en même temps de ne s'exercer qu'à propos du corps de chair en tant qu'objet originairement pratique. Donc là aussi, on voit l'insistance de Husserl sur cette praxis incarnée qui est archétypale, donc Urpraxis, et qui est donc, semble-t-il, pour lui, fondatrice de la phénoménologie. Donc l'enjeu de ma présentation, à présent, de façon plus ciblée, au-delà de ce cadrage général, c'est en quelques questions de me demander quelle est l'importance de la nouveauté dans un entretien d'explicitation phénoménologique, micro-phénoménologique, en quoi la relation entre interviewé et intervieweuse est placée sous le signe de la surprise, ou encore comment la nouveauté de l'expérience découverte lors d'un entretien peut offrir un critère important de la réussite de cet entretien, de sa validation. Donc mon propos ici, ce sera de tenter de relire l'épistémologie varélienne de l'énaction à la lumière du modèle de la surprise, et ici dans le cadre de la microphénoménologie. Et je procéderai pour ce faire en 2 temps. Un premier temps qui sera finalement assez long et qui sera consacré à la relation entre phénoménologie et énaction, que je voudrais entendre sous le signe d'une transformation mutuelle via le site de la pratique, la surprise en fait comme rapport au nouveau y étant déjà présente, on le verra, mais quoique de façon implicite encore. Et un deuxième temps qui sera un peu plus court, mais plus ciblé, donc que j'intitule comme le titre général de mon propos « Énaction et microphénoménologie », et qui se fondera sur un défi commun que partagent l'énaction et la phénoménologie, à mon sens, d'une confrontation cette fois explicitée au nouveau via la dynamique de la surprise, à la lumière donc de cette compréhension de la dynamique de la surprise. Donc premier moment que je vais déployer en 4 temps. Tout d'abord, je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans l'inscription corporelle de l'esprit, et notamment autour de la manière dont la phénoménologie est mobilisée dans le projet fondateur de la notion d'énaction. Ensuite, je m'intéresserai à la façon dont l'énaction et la phénoménologie, notamment husserlienne, se transforment mutuellement dans un ouvrage donc, que j'ai coécrit avec Francisco Varela et Pierre Vermersch, On Becoming Aware. Ensuite, j'examinerai comment l'énaction se trouve reformulée dans le paradigme neurophénoménologique. Et enfin, de façon plus rapide, je procéderai à l'examen miroir en fait, du renouvellement de la phénoménologie par l'énaction à travers un certain nombre de considérations que j'ai développées dans l'ouvrage nommé Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète. Donc, premier mouvement, la phénoménologie au service de l'énaction. Donc ici, mon fil conducteur, c'est de comprendre, vous l'aurez compris, l'énaction comme pratique. Et donc de me situer en fait dans les différentes histoires qui nous ont été racontées concernant l'énaction dans ces dernières journées, de me situer dans un type de compréhension de l'énaction un peu différent, de sa compréhension en termes de sensorimétricité, en termes d'herméneutique ou en termes d'analytique radicale. Grosso modo, ce sont les 3 sens qu'on a fait varier jusqu'à présent. Et donc, je voudrais en fait adopter une autre narration en prenant comme fil conducteur la conception de l'énaction comme pratique, en insistant d'une part sur le préfixe « n », qui donc désigne une forme d'amorçage, une forme d'entrée dans, d'aller vers, comme c'est le cas dans le latin ad, et qui correspond au début de la dynamique, en fait, à la mise en dynamique de la notion. Et puis, donc, évidemment, en insistant sur la notion d'action, mais en prenant cette action comme étant l'action d'un sujet. Donc ça, c'est l'hypothèse que je voudrais suivre, en considérant que pour qu'il y ait
énaction d'un objet, eh bien, il faut évidemment un sujet qui énacte. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et donc, l'énaction, il est important de la comprendre comme une auto-énaction. Alors, je vais reprendre quelques éléments déjà un peu connus, mais qui n'ont pas forcément été rappelés, au fond, précisément dans les derniers jours, et qui vont me servir de cadrage également. Donc, comme on le sait, le terme d'énaction comme cognition incarnée est travaillé essentiellement au chapitre 8 de l'ouvrage, et il est introduit à travers une double référence, deux figures tutélaires, on va dire, qui sont d'un côté Hubert Dreyfus, dans son ouvrage Mind over Machine, et d'autre part Martin Heidegger et Hans-Georg Gadamer, respectivement dans Sein und Zeit et dans Wahrheit und Methode. Donc on a une double source de l'énaction, soit par la référence à Hubert Dreyfus, soit par la référence à Martin Heidegger, les deux étant conjoints et finalement peu différenciés dans ce texte, mais indiquant des lignes de force un peu différentes, puisque d'un côté, on va avoir une référence via Dreyfus au pragmatisme, à travers notamment la notion dans la citation ici, de knowledge how, de know-how, qui est directement référée en fait à Dewey, et d'autre part, une référence à travers Heidegger à une forme d'herméneutique, mais qui est elle-même comprise comme le dit le texte ici en anglais, comme un enactment ou comme un bringing forth of meaning, c'est-à-dire comme une production de la signification à partir de son contexte, de son arrière-plan. Donc, chez Heidegger, comme vous le savez, l'herméneutique n'est pas à comprendre comme une interprétation des textes, au sens biblique du terme, par exemple, mais comme une herméneutique de l'expérience, donc de l'explicitation du sens, donc de façon beaucoup plus large que la notion, disons, textuelle drainée par Schleiermacher, par exemple, au XIXe siècle. Je reviendrai sur cette double source. Quelques éléments pour contextualiser un petit peu le sens de l'énaction dans l'inscription corporelle de l'esprit. Comme on le sait, c'est assez connu, l'énaction se déploie comme une épistémologie critique, avec une mise en question de la thèse dominante des sciences cognitives, le réalisme cognitif, une forme d'objectivisme, et avec un ancrage en contrepartie dans la thèse dominante de la philosophie phénoménologique, à savoir l'inscription du sujet dans son corps et dans le monde qui l'entoure. Les auteurs de l'ouvrage bénéficient d'alliés pour penser l'énaction, aussi bien du côté scientifique que du côté phénoménologique. Ici, par exemple, on peut se référer à deux auteurs majeurs qui sont en alliance avec les auteurs de l'ouvrage, à savoir Mark Johnson et la notion des patterns of embodied experience, des schémas de l'expérience incarnée, et des structures préconçues de notre sensibilité, et la référence à la structure du comportement de Merleau-Ponty et sa conception de l'organisme comme créant à partir de lui sa propre manière d'offrir ses actions au monde depuis l'extérieur. Si j'essaye de reprendre de façon plus condensée la signification de l'énaction qui m'intéresse ici, c'est par sa différenciation, je la situerai dans sa différenciation à ce que, en phénoménologie, et à ce que les auteurs eux-mêmes, dans l'ouvrage, indiquent comme étant le prédonné, donc une distinction principale entre le prédonné et l'énacté, et avec l'idée donc que les problèmes ne sont pas prédonnés, justement, are not pre-given, comme il est dit, mais sont énactés, donc sont produits, pourrait-on dire, ou mis en œuvre, à partir d'un arrière-plan d'action. Alors, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que le processus d'enactment se déploie en fait sur le fond de l'action, entendue comme un savoir-faire, et la signification elle-même est pensée comme étant au service de ce savoir-faire et de l'action. On peut aussi noter que dans ce cadrage général, l'autopoïèse elle-même est repensée dans les termes de l'énaction. Pardon, j'étais un peu trop vite. Avec l'idée que le couplage structurel donc, qui préside à l'autopoïèse, donc dans la relation entre le vivant et l'environnement, eh bien, permet d'apprécier la capacité d'un système complexe à produire le monde, to enact the world. Donc, on retrouve à nouveau cette notion de production comme une
autoproduction par le vivant de son propre monde. On peut aussi noter que dans l'inscription corporelle de l'esprit, finalement, l'insistance sur des exemples d'énaction, donc des cas empiriques qui servent non seulement à illustrer, mais à produire véritablement ce mouvement d'énaction, eh bien, ce sont vraiment ces exemples, ces cas empiriques qui traduisent précisément la logique pratique de l'énaction. Donc, je ne vais pas, voilà, vous avez un certain nombre d'exemples sous les yeux. On peut juste noter que, par exemple, concernant l'embodied therapy, la thérapie incarnée, qui référait à Jaspers et Binswanger dans l'ouvrage, eh bien, dans la traduction française, curieusement, cet exemple n'a pas été repris. Dernier point bien connu qu'on a déjà beaucoup évoqué, il y a évidemment un sens biologique racine de l'énaction qui est fondé sur cette articulation du schème perception-action. Et donc, comment l'action est elle-même guidée par la perception, mais comment aussi la perception se trouve renouvelée par l'action. Donc, on a véritablement une codétermination de la perception et de l'action. Et dans ce schème hérité de von Uxküll, eh bien, la perception se trouve elle-même au service de l'action. Concernant la phénoménologie à présent, les auteurs de l'inscription corporelle de l'esprit reprennent à leur compte à la fois une thèse philosophique, à savoir une mise en évidence d'une philosophie de l'existence et de l'expérience vécue, qui se distingue et qui s'oppose à une philosophie de la représentation, et d'autre part une thèse méthodologique issue aussi de la phénoménologie, qui se déploie comme une critique du dualisme et promeut une dynamique unifiée de l'expérience. Ces deux usages de la phénoménologie sont clairement en alliance également avec une critique de la position cartésienne ici. Mais on peut aussi noter que l'intérêt pour la phénoménologie est aussi doublé d'une critique, d'une limite. L'intérêt, aussi bien pour Merleau-Ponty et Husserl, consiste pour Merleau-Ponty dans l'exploration de cet entre-deux entre science et expérience vécue, pour Husserl dans l'importance d'un examen direct de l'expérience du sujet. Mais la limite que voient les auteurs donc de l'ouvrage de 91, c'est que les phénoménologues eux-mêmes produisent une vision encore trop théorique à leurs yeux de l'expérience pragmatique incarnée. Et ceci se trouve très bien illustré par ces deux petites citations concernant aussi bien Husserl que Merleau-Ponty, où il est noté dans l'ouvrage donc que Husserl, le tournant de Husserl vers l'expérience reste entièrement théorique, il manque de dimension pragmatique, disent-ils. Et concernant Merleau-Ponty, ils nous disent qu'il s'agit donc d'une expérience finalement théorique qui ne peut pas capturer la richesse de l'expérience, mais qui est simplement un discours sur l'expérience. Donc c'est intéressant de noter ces limitations que les auteurs de l'inscription corporelle de l'esprit voient dans la phénoménologie comme finalement restant une théorie qui parle de l'expérience, qui parle de la pratique. Et évidemment, on peut avoir en tête que c'est aussi ce à partir de quoi pourra s'ouvrir, se déployer un renouvellement pratique de la phénoménologie. Pour conclure sur ce point, donc on trouve aussi évidemment un point commun, un common ground entre autopoïèse et phénoménologie, à travers l'idée d'une continuité entre la théorie biologique de l'autopoïèse et une phénoménologie entendue de la vie entendue comme existence. Comment cette continuité se déploie-t-elle? Eh bien, elle se déploie à travers la conception d'un être vivant qui se produit lui-même, qui s'engendre lui-même en engendrant sa relation avec les autres, quels que soient donc, ces différents autres, et à travers des notions techniques qui sont mises à profit et corrélées, donc le couplage inactif étant pensé en étroite relation avec ce qui en phénoménologie se nomme l'intentionnalité opérante. Donc, je voudrais maintenant en venir à un deuxième moment où je vais montrer comment énaction et phénoménologie se sont transformées mutuellement dans ce travail donc, de 2003, donc un Becoming Aware, Pragmatics of Experiencing, où la phénoménologie n'est plus utilisée seulement comme une ressource par le paradigme énactif, comme c'est encore le cas dans l'inscription corporelle de l'esprit, mais il le transforme et est en même temps transformé par lui. On a donc un changement de méthode
une co-transformation, et donc qui n'est plus seulement une instrumentalisation. À partir de là, le nom de l'énaction change finalement, on change de sens, puisque c'est la pratique elle-même, practice, qui va devenir le nom de l'énaction. Et le terme pratique, praxis, devient un terme générique. C'est le cas au chapitre 5 de l'ouvrage, qui se ramifie en différents sens. Et l'énaction, comme cognition incarnée, devient alors un sens parmi de nombreux autres, qui peuvent référer aussi à la raison pratique chez Kant, à la praxis chez Aristote et Marx, ou au pragmatisme chez Peirce et James. Donc on a d'une certaine manière une mise de l'énaction sous le terme plus large de la pratique, sous le chapeau de la pratique. La différence par rapport à l'inscription corporelle de l'esprit, c'est que au chapitre 2, par exemple, le pragmatisme est cité mais non référé, et seulement opposé à la théorie. Et au chapitre 5, le sens de l'énaction est d'abord entendu biologiquement comme une sensorimotricité corporelle, donc en un sens relativement étroit. Dans le Becoming Aware, en fait, la pratique devient le site privilégié de la saisie de l'expérience. Et on peut renvoyer à cette citation particulièrement emblématique qui dit voilà que l'accent porté sur l'expérience à même sa pratique, sa praxis, nous transporte soudain au cœur de la méthode privilégiée dans cet ouvrage, décrire le processus de la prise de conscience, the process of becoming aware, depuis sa mise en œuvre même, from its very enaction, le décrire en train de se faire, as it is carried out. Donc, transformation mutuelle de l'énaction et de la phénoménologie. L'énaction devient la pratique, c'est-à-dire une méthode d'exploration ouverte de l'expérience en première personne. La phénoménologie devient une pratique expérientielle, c'est le sous-titre de l'ouvrage, c'est-à-dire une méthode de mise en mouvement de l'expérience du sujet et du compte-rendu de son expérience. Alors, pourquoi privilégier Husserl plutôt que Merleau-Ponty ou Heidegger dans ce deuxième moment, dans cet ouvrage? Je distinguerai trois raisons. Premièrement, du fait de son souci pour une description soignée, détaillée et disciplinée de l'expérience du sujet. Deuxièmement, pour son exigence de contexte expérientiel cadré et situé, perception visuelle, conscience du temps, présent vivant, le mécanisme complexe de l'empathie. Troisièmement, pour sa méthode rigoureuse de réduction comme acte de suspension des présuppositions, de conversion réflexive et de variation et d'éthique. Donc, conclusion, on a affaire à une approche plus scientifique qui intègre la méthode même de la phénoménologie de l'intérieur et n'en fait pas seulement une ressource externe. De ce point de vue-là, l'avancée originale de ce livre est signée par la notion d'époquée qui est repensée comme une coopération incarnée de trois gestes concrets, pratiques, l'acte de suspension, de redirection et d'accueillir. Ce schéma voilà, qu'on trouve au chapitre 1, je ne vais pas le commenter davantage, mais simplement pour indiquer le tournant pratique en fait, qui est proposé dans l'ouvrage, cette notion même d'époquée. Et à cet égard, la pratique se fait ontologie et la validation épistémologique se fait elle-même par la pratique. Donc, énaction et phénoménologie sont alors étroitement reliées. Elles se rejoignent en fait dans un processus, un unique processus de mise en pratique opératoire de l'expérience, avec, comme je viens de le dire, une thèse épistémologique, une validation par la pratique, donc c'est une thèse très forte évidemment, et une thèse philosophique. La pratique acquiert elle-même un sens ontologique, non substantiel, affine en fait à une dynamique relationnelle impermanente. Et ici, on peut penser à des référentiels issus aussi bien de l'école de Palo Alto, de la systémique, que du bouddhisme. Donc, je voudrais maintenant en venir à un troisième mouvement, plus rapidement, pour vous montrer quels sont les éléments de l'évolution de l'énaction dans le programme neurophénoménologique, à travers deux expressions, dont la deuxième radicalise la première. La première expression, c'est la notion de contrainte générative mutuelle, qui est en jeu dans un certain nombre d'articles phares que j'ai rementionnés ici, les articles de Francisco Varela, qui s'attachent à faire jouer ensemble une approche en première personne et une approche en troisième personne, donc compte rendu des données de l'expérience d'un côté subjective et des données objectives, et comment elles se génèrent mutuellement.
Et donc une deuxième notion qui apparaît un peu plus tardivement dans des articles quelques années ensuite, qui s'intitule donc passage génératif et qui accentue encore la dynamique, et qu'on trouve dans quelques articles que j'ai coécrits avec Francisco Varela et qui concernent l'affectivité et l'imagination notamment. Pour préciser un tout petit peu ce point, on peut dire qu'en fait, la notion de contrainte réciproque ou de contrainte mutuelle fait apparaître une détermination mutuelle entre données objectives et données subjectives, pour le dire rapidement, mais reste relativement statique, alors que la notion de cogénérativité ou de passage génératif devient beaucoup plus dynamique. Elle rend justice, comme le dit Antoine Lutz en 2002, à la dimension génétique ou émergente de l'expérience. On trouve aussi un article extrêmement intéressant où Francisco Varela va développer ce point, donc un article de 97. Et donc le défi, c'est vraiment de coproduire la nouveauté à travers la mise en relation de ces deux plans. Donc l'anaction devient la modification mutuelle et fructueuse, comme le dit Francisco Varela en 99, fruitful, des partenaires. Donc il nomme de façon assez élégante finalement les deux parties, la contrepartie objective et la partie subjective comme étant des partenaires, un peu comme dans une danse, qui circuleraient ensemble et qui se modifieraient l'un l'autre et qui engendreraient une nouvelle dimension. Donc, si on fait un petit bilan de l'histoire de l'énaction comme pratique, donc de cette narration que je vous ai proposée, cette petite histoire que je vous ai racontée, eh bien, on part d'une conception donc sensorimotrice où l'action guide la perception et la signification, et réciproquement. On passe par une conception plus élargie finalement de l'énaction comme pratique. La pratique devient le terme général de l'énaction, avec un élargissement ontologique et épistémologique. Et on débouche, dans le programme neurophénoménologique, sur une cogénérativité qui devient le nom intégratif de l'énaction et qui se détermine comme une coproduction du nouveau, avec la mise en évidence de données innovantes, données d'expérience innovantes, de catégories novatrices, qui ont la propriété d'émerger de la relation entre les deux plans, première, troisième personne, mais qui restent irréductibles à chacun. Pour terminer ce premier grand moment, donc je voudrais juste conclure avec un quatrième mouvement plus rapide également, où on a le phénomène miroir de l'énaction qui se met elle-même au service de la phénoménologie. Et là, ma contribution est plus directement centrée autour de l'idée d'un tournant pratique de la phénoménologie, donc à travers cet ouvrage de 2006, Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète, où j'ai justement pris acte de ce tournant en développant l'idée d'une phénoménologie expérientielle et descriptive, elle-même fortement conforme à l'exigence de Husserl d'un retour aux choses elles-mêmes, via la suspension des présuppositions, mais s'attachant à passer de l'exigence à l'effectuation, l'exigence étant forte chez Husserl, mais n'étant pas véritablement mise en œuvre en tant que telle. Donc c'est le programme de ce travail. Évidemment, ce tournant pratique n'est pas du tout quelque chose d'isolé dans l'histoire de la phénoménologie, puisqu'en fait, on trouve un certain nombre de références à des auteurs qui ont déjà mis en avant cette idée, qu'il s'agisse de Spiegelberg, dans Doing Phenomenology en 1975, de Don Heide en 1977 avec son Experimental Phenomenology, ou du travail de Bernhard Waldenfels en Allemagne autour de la Transformative Phenomenologie, ou encore de Edward Casey aux États-Unis, autour de son travail sur la visée transformative en jeu dans l'imagination, le souvenir, l'exploration de l'espace ou l'attention. Donc si on veut restituer les composantes constitutives de cette phénoménologie pratique, on peut dire qu'elle tient en trois grandes dimensions. La réduction étant pensée comme une exploration disciplinée du sujet, comme un soi qui cultive à propos des objets de son enquête une attitude incessante d'attention et de vigilance, de veille dans sa relation à lui-même. Concernant la description, elle se déploie comme une verbalisation qui est attentive à chaque instant à ses présuppositions, c'est-à-dire à des jugements, à des propositions qui ne seraient pas incarnées, ce qui permet une validation intrasubjective, c'est-à-dire une validation par le sujet lui-même de sa propre description et de son attention à ce qu'il produit. Et enfin, une constitution intersubjective interdisciplinaire, c'est-à-dire un partage social en deuxième personne, avec donc l'idée que la phénoménologie, dès le départ, n'est pas seule, mais elle se
confronte à son autre, à ses autres, c'est-à-dire à d'autres disciplines, qu'il s'agisse dès le départ chez Husserl des mathématiques ou de la psychologie, ou plus tard dans l'histoire des disciplines donc comme la psychiatrie, la sociologie, les neurosciences ou la théologie. Et donc là, on aboutit à une validation intersubjective au sens large. C'est ce que j'ai essayé de recenser dans cet ouvrage de 2014, Attention et vigilance. J'en viens maintenant à mon deuxième temps, plus rapide mais plus ciblé également, qui résulte en fait de toute cette première enquête, avec cette question: comment le paradigme énactif est à l'œuvre dans la microphénoménologie? Et pour essayer de répondre à cette question, je vais dédoubler finalement mon propos en deux, avec ces deux interrogations. Que serait l'énaction sans un sujet qui énacte et qui se prend lui-même comme sujet de son énaction, premièrement, et deuxièmement, plus une proposition, une hypothèse, la dynamique d'un entretien microphénoménologique est intrinsèquement inactive, donc je voudrais en décrire un certain nombre de composantes. Elle suit une logique de découverte qui est ouverte aux non encore données. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques références. Je ne vais évidemment pas avoir le temps de faire une présentation en bonne et due forme de la microphénoménologie. Et d'ailleurs, ce serait un petit peu déplacé d'avoir une présentation en surplomb dans un propos qui justement cherche à nous introduire directement dans la chose même. Donc je vais plutôt introduire à la microphénoménologie en le faisant directement à travers mon propos, donc en l'énactant. Donc juste quelques références quand même pour cadrer un peu ma démarche. Donc je vous renvoie au site de Claire Petit-Mangin, qui est extrêmement précis et qui recense beaucoup de travaux et de recherches en cours concernant la microphénoménologie. Et aussi un petit article de Michel Bitbol qui est particulièrement intéressant pour moi, étant donné la dimension intersubjective qu'il relève et qu'il traite concernant l'entretien microphénoménologique, qui est paru dans un article de 2018 dans la revue Chronique Phénoménologique, qui est une très belle revue française. Et je me permets aussi de vous renvoyer à quelques articles que j'ai coécrits avec Maria Guément et Thomas De Smedt, soit concernant l'analyse des données en première personne microphénoménologique, l'association de la microphénoménologie à une analyse en troisième personne de type physiologique et des battements cardiaques dans la notion de cardiophénoménologie, ou encore un article où j'essaye de montrer le pas que fait la microphénoménologie par rapport à la phénoménologie husserlienne, donc à situer vraiment les deux démarches l'une par rapport à l'autre en les distinguant et en montrant le passage, la filiation de l'une à l'autre. Alors, pour en venir maintenant donc à mon propos concernant ce qui se passe dans le cadre d'un entretien microphénoménologique et quel est le rôle de l'énaction dans ce contexte, je voudrais d'abord m'intéresser donc à ce que j'ai nommé ici le sujet énactant de l'entretien microphénoménologique. Et tout de suite en précisant qu'en fait, j'ai mentionné donc, ce sujet au singulier, mais en réalité, on a bien sûr affaire à un entretien. Et donc, on va avoir affaire à deux sujets, donc un sujet qui va se penser sous une double dimension, avec des fonctions distinctes, différentes, mais complémentaires. Donc, un sujet intervieweur, d'un côté, qui a pour rôle notamment de produire des questions ouvertes non inductives, selon le format d'une question en comment, donc une question qui ouvre à la différence des questions en quoi ou en pourquoi, qui sont des questions qui portent sur le contenu et qui bloquent la personne dans un contenu prédonné, ou pourquoi une question qui ouvre sur les raisons pour lesquelles la chose a été faite et donc qui font sortir la personne de l'entretien. La question en format comment, eh bien, elle ouvre au contraire la possibilité d'une dynamique d'émergence du contenu non encore donné, d'un côté, et donc de l'autre côté, du côté du sujet interviewé, eh bien, on va avoir un sujet dont le rôle va être un rôle réceptif, donc un rôle ouvert aux questions de l'intervieweur, qui permet de laisser émerger, de laisser revenir du contenu disponible, mais non encore conscientisé. Donc d'un côté, dynamique d'émergence du contenu non encore prédonné, d'un autre côté, dynamique d'émergence d'un contenu à conscientiser.
avec une activité qui est une activité réceptive. Donc ces deux sujets interagissent ensemble et donnent lieu à une dynamique intersubjective de type énactive. L'intervieweur, intervieweuse propose un entretien qui va être directif en structure, c'est-à-dire qui ouvre sur des questions qui ne prescrivent pas directement le contenu singulier, et donc en ce sens, l'entretien est non directif dans son contenu singulier. Par exemple, il va interroger les modalités, différentes modalités perceptives, sensorielles, affectives, qui sont en jeu dans l'expérience donnée, mais seul l'interviewé va être à même d'accueillir, et c'est son rôle, donc, tel que je le mentionne ici, va être à même d'accueillir ces dimensions préconscientes de son expérience, selon une logique d'émergence réceptive. Donc on a une inter-énaction, c'est le terme que je propose ici, une inter-énaction. Finalement, chaque sujet fait énacter à l'autre une dimension de son expérience, soit par explicitation, soit par émergence réceptive. Pour en venir maintenant à la deuxième caractéristique donc, du rôle de l'énaction dans un entretien microphénoménologique, je voudrais en venir maintenant à la dynamique elle-même de l'entretien, pas seulement au sujet en jeu dans cet entretien, essayer de décrire un peu plus précisément la logique de découverte ouverte non encore, ou non encore donnée qui m'a permis de caractériser de façon encore générale cette dynamique. Alors, quelles sont ses propriétés? Du côté de l'intervieweur, intervieweuse, il s'agit de laisser ou de donner l'ouverture suffisante pour permettre à l'interviewé d'explorer sa propre expérience et de court-circuiter la représentation que s'en fait l'intervieweur ou l'interviewé. Donc ça, ce serait créer une projection sur ce qui est un contenu qui serait là, mais dont on fait l'hypothèse qu'il est là sans savoir s'il l'est vraiment. Et aussi de court-circuiter ainsi la représentation que l'interviewé se fait elle-même ou lui-même de sa propre expérience. C'est-à-dire par les questions donc ouvertes, non inductives, de donner l'espace à l'interviewé pour lui permettre de revenir à l'expérience elle-même, à son vécu lui-même, et pas à la représentation générale qu'il s'en fait. Pour vous donner juste un exemple, si je vous demande comment vous êtes réveillé ce matin, comment vous vous réveillez ce matin, et que vous me répondez « en général, je mets mon réveil et c'est le réveil qui me réveille », eh bien, vous me fournissez la représentation de votre réveil, plutôt que ce qui s'est véritablement passé effectivement de ce matin quand vous vous êtes réveillé. Donc l'idée, c'est de court-circuiter la représentation qu'on se fait de l'expérience et de faire revenir finalement la personne sur son vécu singulier du moment même. Donc côté interviewé, il s'agit de laisser revenir des contenus non encore donnés de son expérience. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cela? Eh bien, l'idée, c'est de s'ancrer très précisément dans le site concret de son ressenti corporel, affectif, imageant, cognitif, du moment singulier du vécu rappelé. Et c'est ce que Pierre Vermersch nomme du terme d'évocation, techniquement, entrer en évocation, c'est-à-dire faire réémerger le contexte précis du moment singulier que l'on va susciter à travers les différentes modalités, qu'elles soient corporelles, intersubjectives, temporelles, spatiales, de ce moment. Donc l'idée, c'est de se laisser guider dans la description non donnée d'avance de micro-mouvements et de micro-phases du processus de l'expérience vécue à partir d'une posture d'évocation, d'une posture donc d'ancrage corporel et temporel précis. Alors c'est ce que donc, je décrirais en termes de logique interénactive. Du côté de l'intervieweur, intervieweuse, le guidage donc, est souple par ces questions ouvertes et est à même, à mesure, à chaque moment, à chaque microphase, de laisser émerger des arrêts sur un certain nombre de gestes qui ne sont pas nécessairement prévus, qui n'ont pas été prédonnés, qui ne sont pas prévus au départ. Et c'est là que peuvent émerger justement
un certain nombre de surprises, évidemment pour l'intervieweur, hein, dans un premier temps aussi. Et du côté de l'interviewé, eh bien, on a en parallèle, en corrélation, la découverte d'éléments de son expérience qui n'étaient pas donnés d'avance, qui étaient peut-être disponibles de façon préconsciente, mais qui n'étaient pas nécessairement attendus au départ. Et c'est là que se produit quelque chose qui relève donc d'un excès sur le prédonné. Et il me semble qu'un des critères, ce n'est pas le seul, mais un des critères d'un entretien microphénoménologique réussi, c'est précisément quand émergent ces phénomènes de surprise, aussi bien du côté de l'intervieweur que surtout de l'interviewé. Donc, je parlerai en ce sens d'une validation par la surprise. Pour conclure, je voudrais simplement relire finalement ces différentes propriétés caractéristiques de l'interénaction à la lumière du modèle de la surprise que j'ai mis en place ailleurs. Simplement pour évoquer 2 points sur lesquels je voudrais compléter ce qu'on entend habituellement par surprise. Donc, ce que le modèle de la surprise, dans mon sens, n'est pas seulement, en tout cas, ce n'est pas seulement un choc, donc quelque chose qui m'arrive de l'extérieur et qui serait une sorte de point abstrait, ou une rupture dans le flux de l'expérience. Là aussi, on aurait affaire à une sorte de discontinuité abstraite. C'est ce qu'un certain nombre d'approches empiristes, comme celle d'Adam Smith ou de Charles Sanders Peirce, ont tendance à mettre en avant. Et ce n'est pas non plus seulement une erreur de prédiction, à savoir une perturbation de la régulation cognitive neuronale, ce qui a tendance à accentuer uniquement sa valence négative, d'une part, et d'autre part, à engager un processus de réduction ou de diminution de la surprise, comme si on avait affaire nécessairement à un problème. Et c'est ce que mettent en avant essentiellement, comme c'est bien connu, les modèles neurobiologiques bayésiens. Donc face à ces limitations, le modèle que je propose est un modèle intégrateur qui intègre notamment l'expérience du sujet et qui fait de la surprise un processus, donc pas un point abstrait, mais un processus vécu par un sujet, une dynamique composée de plusieurs phases. Donc ça ne se limite pas à la crise, mais l'attente structure la crise et elle se déploie dans un contre-coup qui est son effet. La surprise, c'est une structure ouverte sur du non encore donné, où l'attention est sa condition, la condition de la surprise, et l'émotion est associée dans l'après-coup. Évidemment, à partir de là, on comprend comment la nouveauté va être l'horizon même de cette dynamique de la surprise, en l'incluant en structure, mais sans jamais prédéterminer son contenu singulier. Donc on voit bien comment, dans cette conception de la dynamique de la surprise que je propose, finalement, l'interénaction est tout à fait alignée dans la logique en question. Donc pour conclure, on pourrait dire que ce modèle de la surprise, à mon avis, offre une structure dynamique de compréhension de l'entretien microphénoménologique dans cette logique exploratoire du non encore donné. Et elle permet aussi de contribuer à expliciter la pratique interénactive en jeu, en faisant ressortir le rôle central joué par la nouveauté dans le modèle varélien de l'énaction, qui me semble parfois sous-estimé au profit des boucles d'autorégulation homéostatique dans les machines autopoïétiques, dans le vivant autopoïétique. Non pas que cette dimension d'autorégulation ne soit pas tout à fait importante et tout à fait comment dire, existante, mais elle est parfois, elle a tendance à recouvrir une dimension qui, à mon sens, doit faire droit aussi à l'émergence précisément de ce qui relève d'une forme de nouveauté, de créativité, de création. Et à cet égard, Francisco Varela lui-même, pour nommer cette nouveauté, utilisait parfois le terme d'altérité, mais je ne vais pas entrer dans l'articulation entre nouveauté, surprise et altérité. Évidemment, ça engagerait une autre conférence, donc je vais m'arrêter là. Je crois que je suis arrivée au bout de mon temps. Je vous remercie de votre attention. Je me permets juste de mentionner quelques références pour conclure. Donc, ce petit livre sur la surprise, qui va bientôt être traduit en espagnol d'ailleurs. Un autre livre sur la surprise concernant plutôt la relecture de l'histoire de la philosophie qui va paraître chez Hermann en 2022. Et puis les ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pendant cette conférence, donc en anglais et en français,
Becoming Aware, à l'épreuve d'expérience et comprendre la phénoménologie qui existe aussi en allemand. Et je vous remercie de votre attention.